Merci, merci pour cette invitation. Bonsoir à tous. Je suis vraiment heureuse de vous accompagner dans cette aventure naissante et puis de vous parler aussi d'une autre aventure. Auparavant, j'aimerais développer avec vous l'approche holistique du soin et donc de revenir sur la question moins de la maladie mais plutôt du sujet malade. Et donc dans un premier temps, dire quelque chose de cela. Dans un deuxième temps, dire quelque chose de l'approche institutionnelle du soin et comment nous avons à soigner nos institutions pour qu'elles soignent le plus efficacement possible. Et puis, dans un dernier temps, effectivement, revenir à quelque chose qui fait écho à ce qui est en train de se passer ici, à savoir la création de la chaire de philosophie à l'hôpital, à l'Hôtel-Dieu, à Paris, et qui essaye précisément de relier les humanités et la santé, vraiment avec cette idée d'être le plus ouvert possible et de penser l'hôpital comme un bien commun et même comme un scientific commons, comme un bien commun scientifique, comme un lieu de savoir en partage et non pas simplement comme un lieu parfois de chosification ou de déshumanisation et de montrer comment c'est proprement contre-productif et pour les équipes de soignants et pour les soigner. Alors d'abord, revenir sur cette conception holistique et qualitative de la maladie, la chaire de philosophie effectivement défend une approche plus aussi pas simplement que quantitative sur la maladie, mais d'expliquer que avoir une maladie, de fait, c'est toute une approche qualitative, c'est toute une relation qualitative du malade à son environnement qui est touché. Et bien évidemment, un des porteurs de cette idée-là, c'est Canguilhem, avec le normal et le pathologique. Et Canguilhem avait cette manière de tout simplement de rappeler, et je crois que c'est particulièrement vrai avec, si j'ose dire, l'arrivée massive des maladies chroniques. La chronicité est quelque chose qui, de fait, nous renvoie à une dimension tout autre de qu'est-ce que guérir et quid du différentiel entre le normal et le pathologique. Mais voilà, pour Canguilhem, être malade, c'est d'abord avoir un sentiment de vie contrarié. Donc c'est pas simplement l'organe qui est atteint, il y a une espèce de contagion comme ça immense sur non pas simplement toute la marge de disponibilité fonctionnelle, puisque ça c'est vrai, mais précisément, voilà, on est atteint quand on est malade dans sa capacité de déploiement. Et là aussi, Canguilhem disait qu'est-ce qu'un être humain ? C'est un être insatiable. Donc en fait, il se sent en bonne santé quand précisément il sent qu'il peut dépasser ses limites. À partir du moment où il est atteint dans cette idée de dépasser ses limites, là tout d'un coup, il commence non pas à se sentir malade, mais il commence à se sentir mal, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais sentiment de vie contrarié, atteinte à la liberté, à ce sentiment fort de potentialité, voilà. À l'hôpital, de fait, nous ne soignons pas simplement des maladies, nous soignons un sujet malade. Et la question de comment nous prenons soin aussi, pas simplement de façon objective, de la maladie, mais comment nous prenons soin de son sujet pour que lui-même prenne soin de lui-même, ça aussi, c'est une des choses peut-être les plus importantes que nous revenons à cette vérité de base qui est que le médecin doit être un être capacitaire. Qu'est-ce que ça veut dire un être capacitaire ? Ça veut dire qu'il doit donner au patient la possibilité d'être une force pour lui-même. Non seulement lui rappeler aussi que la vulnérabilité est une condition basique de l'homme. L'homme, c'est d'abord de la vulnérabilité. Ce que nous avons en partage, c'est la vulnérabilité. Mais surtout que la vulnérabilité est capacitaire. Alors que généralement, on va dans un premier temps considérer que la vulnérabilité n'est pas capacitaire. Non, les plus grandes œuvres de ce monde ont été faites précisément parce qu'il y avait une traversée de la vulnérabilité. Et nous, tous les jours, nous nous confrontons à des enjeux scientifiques parce que précisément, il y a des malades. Donc,
là aussi, la vulnérabilité, c'est toujours un lieu de sublimation possible, et ça doit être un lieu de sublimation. Et de fait, c'est à nous, les médecins, moi je suis à la fois enseignant-chercheur et je me sens dans cette dynamique capacitaire par rapport à mes élèves, ou en tant que psychanalyste, pareil, de faire en sorte que les patient ne rentre pas, que je ne sois pas, comme dit Tosquelles, qu'on soit là pour que déjà le patient prenne soin. Il ait ce souci de soi en premier temps. Donc renforcer l'endogène protecteur, si je prends les formules plutôt de Canguilhem. Et alors Canguilhem a une façon très créatrice de voir la maladie. Résultat, il le voit même au-delà de cette idée d'une vulnérabilité, mais, dit-il, c'est un effort pour l'homme d'obtenir un nouvel équilibre, c'est-à-dire que l'organisme fait une maladie pour guérir. Et à ce moment-là, dit-il, la maladie, c'est aussi une expérience positive d'innovation du vivant. Et je crois que c'est aussi ça, et pas simplement un fait diminutif. Et bien évidemment, dans cet univers, et je pense qu'on y reviendra tout à l'heure avec Béatrice Schardt, de fait, dans cet univers de rationalisation extrême, d'une certaine idée de ce qu'est la performance et de ce qu'elle n'est pas, il y a une disqualification du corps dit vulnérable contre laquelle il faut bien évidemment lutter. Donc l'organisme fait une maladie pour guérir, nous dit-il, et c'est vrai que la santé, en fait, et là aussi c'est une définition géniale de Canguilhem, la santé c'est, dit-il, une marge de tolérance par rapport aux infidélités du milieu. Et donc, en gros, qu'est-ce que c'est être en bonne santé? C'est tout simplement pouvoir tomber malade, avoir la liberté de tomber malade, parce que, bien évidemment, on s'en remet. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on fait ces expériences de vulnérabilité, de maladie, et aussi ces expériences très particulières, parce que là aussi la philosophie, les humanités en règle générale peuvent nous dire quelque chose de la chronicité, puisque là pour le coup, voilà, on découvre la terra incognita de ce qu'est la guérison. Qu'est-ce que c'est guérir quand on ne guérit pas? Bon. Et donc véritablement la question du soin et la question d'être nécessairement acteur et non plus patient. Vous savez, aujourd'hui, ce qui est hallucinant, vous le noterez, c'est que quand est-ce que les gens disent qu'ils sont malades? En gros, précisément quand ils ne le sont pas. C'est-à-dire, en gros, on dit « je suis malade » quand on a un rhume. Sous-entendu, bon, ça va passer. C'est-à-dire que ce qui est identifié aujourd'hui au fait d'être malade, c'est essentiellement une temporalité restreinte. À partir du moment où vous pénétrez dans une maladie chronique, c'est assez rare de voir que vous ne vous présentez plus comme malade, parce que ça ne tient pas, c'est pas assez signifiant. Il y a une espèce de sécularisation de la maladie qui fait qu'éventuellement vous allez vous présenter avec votre diagnostic, qui, bon, va dire, moi, vous savez, j'ai ça. Bon. Ou éventuellement, vous ne dites rien, et c'est toujours compliqué parce que la chronicité, la maladie chronique est quelque chose souvent d'invisible et pourtant qui vient absolument irradier sur l'ensemble de votre vie. Ça vient entacher les relations avec la famille, avec le monde professionnel, et Dieu sait si par exemple c'est tout à fait important, et on essaye aussi de faire ça à la chaire, d'accompagner les entreprises ou les institutions du monde du travail dans cette aide aux aidants et aux patients, pour dire, vous savez, vous pouvez être aussi un lieu de ressources et pas simplement un lieu qui cause encore plus de problèmes à ceux qui traversent une expérience longue de maladie, soit pour eux-mêmes, soit pour un enfant, soit pour un parent. Et Dieu sait si l'allongement de la vie nous confronte demain devant cette question. Donc voilà, comment la maladie, pour revenir à Canguilhem, comme cette apparition d'une faille, dit-il, dans la confiance biologique en soi-même. Donc, faille dans la confiance, ça revient encore une fois au fait que, là aussi, c'est pas anodin, quand on est un médecin, déjà, de s'adresser à cette confiance qu'a le patient, bien évidemment, dans le médecin, on y reviendra, parce que la structure transférentielle est absolument
déterminante, et je reviendrai là-dessus, mais déjà le fait que l'individu puisse se sentir redevenir petit à petit une force pour lui-même, et non pas simplement une auto-disqualification, mais au contraire une auto-qualification, et retrouver déjà un peu de confiance biologique en soi-même. Et puis, bien évidemment, dans toute la vérité de la maladie, il y a toute la narration du patient, là aussi, qui est souvent pas toujours bien considérée. Winnicott, qui est un grand psychiatre, disait mais il faut absolument comprendre que la narrativité du patient, la manière dont il verbalise sa maladie est absolument déterminante, elle nous dit quelque chose, hein, alors que d'emblée, elle n'est absolument pas assimilable à ce que serait précisément un diagnostic objectif, mais précisément, c'est un autre type de diagnostic qui vient par la spécificité de ce qui est dit là, des mots qui sont choisis, qui vient nous orienter et nous permettre de faire un travail clinicien le plus efficace possible et surtout de créer cette confiance, encore une fois, entre le patient et le médecin, confiance qui est un véritable outil méthodologique pour la suite du traitement, pour l'appropriation du traitement, pour le fait que devenir acteur de ce soin, de ce traitement, précisément s'appuie, encore une fois, sur cet espace transférentiel que nous pouvons mettre en place au moment notamment du colloque singulier. Et lorsque vous écoutez une majorité des médecins, qu'est-ce qu'ils vous racontent? Ils vous disent qu'ils n'en peuvent plus de ne plus avoir soit ce temps manquant qui disparaît pour établir cette vérité du colloque singulier, soit que de toute façon il y a un écran, il y a des obligations administratives, il faut faire le fameux dossier informatique, etc., et qui discutent plus avec leur machine qu'avec le patient lui-même. Voilà, nous avons à nous battre pour que ce temps de la clinique soit absolument co-substantiel au temps technicien, parce que c'est encore une fois une chose merveilleuse que d'avoir ces entités aujourd'hui d'hypertechnicité que sont notamment les hôpitaux. Mais encore une fois, la vérité de cette hypertechnicité, c'est l'humanisation et l'appropriation sociale, égalitaire et éthique, parce qu'il y a des enjeux éthiques considérables. Et ça, il faut bien les penser quelque part, leur donner un espace de réflexion, de partage d'expertise, de confrontation, pour que ça vienne, là aussi, transformer nos pratiques. Donc, voilà, une approche d'abord holistique du soin. Une deuxième approche qui est la question, là aussi, de l'approche institutionnelle du soin, c'est-à-dire selon cette bonne formule de Tosquelles, là aussi psychiatre, Saint-Alban dans les années 40, c'est pas neutre parce que bon, et qui est bien sûr après vous avez Oury, Laborde et puis quantité d'autres, tous ceux qui ont mis en place la psychothérapie institutionnelle, mais qui nous enseignent beaucoup de choses et qui nous enseignent notamment que nous mourrons, entre guillemets, sous les hiérarchies statutaires des uns et des autres. Oury disait, voilà, il faut faire très attention dans un espace du soin à faire, vous avez parlé de jeu, hein, à faire circuler absolument, à ne pas se figer sur ce qu'est une fonction, un statut et un rôle, parce que le soin, il est partout, et vous pouvez effectivement, et surtout, le rôle est donné par le patient, c'est-à-dire que si le patient décide que, tiens, ça se joue avec l'infirmière, ça se joue avec l'aide-soignant, ça se joue avec le médecin ou ça se joue avec le patient qui est juste à côté, nous avons à mettre en place, encore une fois, une fonction soignante en partage. Il n'y a pas les médecins qui détiennent le soin, il y a ce que nous inventons ensemble, et ça, c'est le soin. Donc c'est les soignés, les soignants, ensemble, qui viennent inventer cette chose qui s'appelle le soin. Et généralement, il disait, Oury, voilà, le plus fou de la bande, c'est le directeur qui se prend pour le directeur. Okay, bon, je vois que ça fait écho. Donc, gare à comment dire, à
à cela. Vous avez d'autres formules aujourd'hui, d'ailleurs, qui disent les choses de manière sensiblement similaire. C'est, par exemple, peut-être que vous le connaissez, Pierre Delion, qui est un psychiatre aussi, et qui a expliqué comment, à la hiérarchie statutaire, parce qu'il est pascalien, même s'il ne se dit pas comme ça, mais je veux dire, il y a un respect des grandeurs d'établissement. Elles ont aussi, bien évidemment, leur fonction au niveau de la lisibilité d'un dispositif, d'une action, etc., etc. Mais, dit-il, il faut toujours enrichir la hiérarchie statutaire par la hiérarchie subjectale, c'est-à-dire, encore une fois, une hiérarchie qui est donnée par quantité d'autres acteurs, et ces acteurs, il faut leur faire une place, et notamment, bien évidemment, la famille, les patients, mais aussi tous les soignants en règle générale. En fait, ce qu'il nous faut comprendre, c'est que nos institutions, nous luttons, et encore heureux, contre quelque chose qui, par exemple, est quasiment anthropique, si j'ose dire, c'est-à-dire ça surgit et c'est extraordinairement difficile de lutter contre, c'est tout simplement, par exemple, le nosocomial. C'est une bataille sans cesse de lutter contre le nosocomial, mais en fait, il y a un autre type de nosocomial, si j'ose dire, c'est le nosocomial psychique. C'est-à-dire, en gros, comment nos structures peuvent être toxiques, pas nécessairement parce qu'elles le désirent, mais parce que, en gros, il y a une forme de rationalité instrumentale qui s'abat sur l'hôpital notamment, des techniques de management qui sont inappropriées, parfois un certain type de violence ou de manque de soins, pour X et X raisons, parfois aussi parce qu'on pense que c'est par le manque de soins qu'on va être plus efficace, étonnamment. Je me rappelle cette directive qui avait été à un moment donné pointée du doigt, véridique, par ce que l'on appelle en France les désobéisseurs éthiques. Les désobéisseurs éthiques sont des structures un peu lanceurs d'alerte et de désobéissance, non pas civile, mais de désobéissance dans les services publics. Il y en a eu en France dans le monde de l'éducation nationale. Il y en a eu également beaucoup dans l'univers du soin, dans les hôpitaux. Et ils avaient montré, comme ça, aux médias, une directive qui avait été passée et qui demandait, hallucinant, aux infirmières de ne pas parler aux patients. Là, on se disait, bon, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Parce que, voilà, le médecin viendra vous voir et, en somme, pour des raisons d'efficace, de temps imparti, de chambre à faire, de lit à faire, de ceci, de cela, et bien, de fait, parler devenait un supplément d'âme non nécessaire. Ça prenait du temps, c'était problématique, etc. Bien évidemment, bon, ça a donné lieu à toute une série de dysfonctionnements, puisque le premier soin, c'est-à-dire le soin, le viatique opérationnel du soin, c'est la confiance, c'est la parole, c'est l'empathie, et bien évidemment, ce n'est pas quelque chose qui vient après, ça vient avant pour que la relation soignante existe. Et ça, effectivement, c'est aussi l'enjeu d'un enseignement, d'une formation, d'un échange de pratiques, mais aussi d'une chaire, en l'occurrence, de philosophie à l'hôpital en France et ici du différents types de programmes que vous lancez. Donc vraiment, comment nous devons créer des institutions transférentielles ? Je prends ce terme-là parce qu'il est effectivement de mon école, de la psychanalyse, mais en gros, alors le transfert pas au sens premier, au sens où c'est un lieu où on projette sur l'analyste les différents types de névroses dans lesquelles, ou pulsions dans lesquelles on est, quoique c'est pas, on peut de fait le faire aussi avec son médecin, mais le transfert dans son sens plus extensif, à savoir tout simplement la relation de confiance et le fait que tout d'un coup on accorde à autrui une position d'autorité et de légitimité, non pas d'autoritarisme, mais d'autorité au sens où il y a quelque chose qui va être donné. Vous savez que autorité, c'est augere, c'est augmenter. Ça veut dire que le médecin va m'augmenter, va me rendre capacitaire. Donc c'est aussi comme ça qu'il faut l'entendre.
Donc voilà un petit peu, et j'étais d'ailleurs sur cette question de tiens, comment nous inventons la circulation même à l'intérieur de nos hôpitaux. La PHP en France a lancé tout un programme autour de l'hospitalité, la DPUA, donc la direction des patients usagers et associations de la PHP, qui s'interroge déjà comment revenir, non pas à des fondamentaux, parce que nous ne nous mentons pas, l'histoire de l'hôpital n'est pas celle de l'hospitalité. Donc ne croyons pas que nous avons perdu quelque chose. Quand vous reprenez toute l'histoire, c'est d'abord l'hôpital, un lieu plutôt de récupération des pauvres, des malades, un lieu où on meurt, déjà, et pas un lieu où on vit. C'est un lieu qui gère, qui contrôle, qui fait en sorte que tout ce qui, entre guillemets, n'est pas dans la norme ne vient pas mettre en danger l'extérieur. Et c'est vrai qu'on a fait quand même un changement. Aujourd'hui, on a plutôt un lieu qui protège les gens qui sont à l'intérieur, plutôt qu'un lieu qui protège la société des gens qui sont dans l'hôpital, tout de même. Ne nous mentons pas. Bon, il faut continuer cela, et c'est vrai que j'étais tout à fait heureuse de voir, alors peut-être que vous ne ressentez pas ça, mais nous, en France, nous avons bien évidemment aussi des structures, des CHU, donc des hôpitaux universitaires, mais qui sont un tout petit peu différents, qui sont, je dirais, plus liés, conventionnés, plutôt que encastrés. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas dans les hôpitaux. Non, c'est pas vrai que les étudiants se baladent partout. Là, il y a quand même une espèce de va-et-vient qui est beaucoup plus plaisant, parce qu'encore une fois, si nous voulons que nos hôpitaux deviennent des lieux de vie, des lieux capacitaires, ils doivent aussi contenir autre chose que des malades. C'est-à-dire, de fait, nous tous. Et quand on a ouvert la chaire de philosophie à l'hôpital, c'est ce qu'on voulait. On voulait les passants et les patients. C'est-à-dire cette idée que un jour ou l'autre, de toute façon, on traverse l'hôpital. Et que donc, surtout pas, c'est un continuum, c'est pas une parenthèse dans la vie. Et puis demain, avec la question de l'hôpital du jour, avec le tournant ambulatoire, etc., de l'hôpital, ça sera de fait un outil, au contraire, pour être le plus capacitaire possible. Et donc, il faut totalement dédramatiser ce lien à l'hôpital. Et donc, j'étais heureuse de voir qu'il y a une espèce de vie ici. En tout cas, c'est un sentiment de quelqu'un qui n'est pas tout le temps ici. Il y a quelque chose de plus vitaliste. Et je pense que c'est véritablement une très bonne chose. Et là aussi, je fais écho à ce que disait à ce que disait Tosquelles quand il expliquait qu'est-ce qu'il avait voulu faire à Saint-Alban, qui était donc un hôpital psychiatrique, mais un hôpital psychiatrique version après-guerre, 1940, et dans une totale volonté transgressive d'innovation. Et en gros, il avait essayé de faire un hôpital psychiatrique sans psychiatre, en gros, enfin bon, mais c'était très, très transgressif. Et en gros, qui venait à Saint-Alban, dit-il, tout le monde. Pourquoi ? Parce que si vous mettez que des malades ensemble, ils ne guérissent pas. Bon, donc c'était, là on peut dire, mais non, il faut au contraire faire plus de technicité, il faut rendre homogène, etc., les uns et les autres. Bon, moi je crois qu'il y a quelque chose dans l'apport différentiel, à la fois des disciplines, mais aussi à la fois des maladies et des non-maladies, quelque chose qui nous enseigne au contraire le meilleur. Alors pour ce temps final, parce que j'ai une quarantaine de minutes, vous dire donc rapidement ce que l'on essaye de faire à la chaire de philosophie à l'hôpital, donc à l'Hôtel-Dieu. L'enjeu c'était ça, l'enjeu c'était de dire écoutez, nous avons en partage un bien commun qui s'appelle l'hôpital. Il n'y a pas de cité sans hôpital. En plus, nous, pour le coup, on est dans l'île de la Cité, donc symboliquement parlant, on était en face de nous, il y a la préfecture, le tribunal, et l'hôpital, et juste derrière Notre-Dame. Donc il y a une espèce de socle symbolique et institutionnel qui, c'est vrai, était tout à fait intéressant d'aller investir. Mais l'enjeu, c'était ça. Comment faire, alors que très souvent, ce lieu de l'hôpital, d'abord, personne n'a envie d'y mettre les pieds. Deuxièmement, il est plutôt ressenti comme un lieu de domination, où le savoir s'exerce pas contre, mais en tout cas pas nécessairement avec le patient. Et encore une fois, il y a des relations asymétriques essentielles entre le patient et le médecin, mais pas inégalitaires.
Donc l'asymétrie n'est pas une inégalité, et donc comment demain nous prenons en compte à la fois l'expertise du patient. La chaire de philosophie à l'hôpital est reliée à une structure profondément innovante qui s'appelle l'Université des patients, qui est dirigée par Catherine Tourette-Turgis, qui donc diplôme les patients, notamment des patients liés à des maladies rares et des maladies chroniques. Donc là, il y a toute une révolution de la place du patient, mais pas que. L'enjeu, c'était vraiment toute la question de la santé en règle générale, des grands cours ouverts à tout le monde. Grands cours, bien évidemment, sur qu'est-ce que la philosophie à l'hôpital, où on a quantité de directeurs d'hôpitaux qui viennent, de directeurs d'EHPAD, parce que nous, en France, on a un enjeu sur l'EHPAD, donc les maisons de retraite, pour le dire rapidement, considérable, où il y a des manquements par rapport à des questions de consentement, comment la question, par exemple, du risque, notamment je parle pour les EHPAD, comment accepter le risque, c'est permettre aussi le soin, parce que de fait, vous pouvez être dans zéro risque, vous attachez tous vos patients, vous les forcez à manger, et je ne sais pas si ça s'appelle du soin. Non, de fait, non. Comment on réfléchit aussi à cette révolution qui est celle des EHPAD demain, et comment ça s'insère dans là aussi dans un continuum beaucoup plus important. Donc, la question donc, de philosophie à l'hôpital, la question de grands cours on a un grand cours sur religion, soins, laïcité, là aussi pour dire, mais tiens, nous avons des approches très différentes, à la fois du soin, de la question du corps, de qu'est-ce que la santé dans telle ou telle culture, d'avoir des approches un peu multiculturelles, anthropologiques, je dirais, de cela. Il y a un grand cours sur le transhumanisme, des grands cours sur, j'ai vu à la rentrée, sur nature et soins. Donc toute la question micro, biome et compagnie, etc. Donc voilà, toute une idée d'ouvrir véritablement avec cet enjeu de rénover la formation initiale des étudiants, premier temps, donc de réinsérer les humanités dans la formation initiale, deuxième temps, la formation continue, et puis dans la pratique des services hospitaliers. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la chaire ne fait pas son travail top-down comme elle peut le faire plutôt sur les 2 premiers formats avec une constitution de maquettes pédagogiques pour les étudiants ou les praticiens, mais au contraire, elle se met au service des services hospitaliers, et c'est les services qui appellent la chaire en disant, écoutez, nous, ça nous intéresse, on aimerait un module, on aimerait réfléchir avec vous sur telle et telle question, des néphrologues, sur patients dialysés, des services liés à des patients enfants, des services liés aux soins palliatifs, à la maternité, enfin, quantité de services, des gériatres, etc., qui nous appellent pour dire, nous, on veut travailler comme ça, d'autres qui nous ont vu comme un lanceur d'alerte. Donc on est en train de faire remonter aussi des signaux faibles de dysfonctionnement. Et ça peut être aussi un des rôles de cette chaire de philosophie à l'hôpital. Et en règle générale, tout simplement d'invention avec les praticiens et d'être à leur service, notamment sur des questions de burn-out, parce que là aussi, il y a beaucoup de demandes sur l'épuisement professionnel des soignants. Donc voilà un petit peu ce que fait cette chaire et comment elle s'est constituée. Elle s'est constituée avec une dynamique de Creative Commons, de cette idée qu'on n'allait pas encore être une énième insularité qui fait des humanités ou de l'éthique. En France, vous avez, et à Paris notamment, une constellation riche de centres éthiques. Je pense à l'école éthique de la Salpêtrière, avec laquelle d'ailleurs nous sommes maillés. Nous avons fait un séminaire de l'école de la Salpêtrière à l'Hôtel-Dieu. Je pense à Cochin, au centre d'éthique Cochin. Je pense à la chaire médicale, à la chaire d'éthique médicale de Christian Hervé à Paris 5. Je pense à Emmanuel Hirsch. Je pense à l'Université des patients. Enfin bon, bref, je ne vais pas tous les nommer. Je pense au programme génial La personne en médecine de Paris 7. Qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons voulu nous mailler. Nous avons voulu, là aussi, travailler avec cette constellation, vérifier, éviter les doublons et essayer précisément de faire un front un peu plus structuré et de dire, tiens, alors pardonnez-moi pour cette expression française, mais en fait défendant quelque chose, cette expression anglaise défendant quelque chose de français, on voulait tout simplement inventer le French Care. Bon, pardonnez-nous.
Se dire, tiens, qu'est-ce que c'est que cette School of French Care ou cette French School of Care, vous le mettez comme vous voulez, et en jeu, tiens, qu'est-ce qu'on essaye de faire? Et demain, on s'appellera tout simplement autrement avec vous, si vous êtes partant, puisque là, encore une fois, je l'ai souvent dit, mais l'enjeu, c'est que chacun, dans sa culture à la fois de praticien et dans sa culture nationale aussi, pense ce lien fort entre humanité et santé et médecine et vienne enrichir cette réflexion. Voilà quelques données, puisqu'on a une quarantaine de minutes et qu'il est déjà le temps passé. Donc je vous donne la parole, Béatrice, c'est ça? Et puis je crois qu'après, on a une séance, en revanche, de questions et de partage et de commentaires. Merci.